trouve que quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi... Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres. Philippe Lorange. Il faut réfléchir à ces questions-là quand même, là. Oh non, il n'est pas comme les autres et c'est pour ça qu'on l'apprécie. Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise, salut. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, cette fin de semaine, c'était le comité national des jeunes du PQ, du Parti québécois, qui ont élu un nouveau président. Donc, le nouveau président des jeunes péquistes, qui est Émile Simard, et pour avoir été sur place, sans surprise pour toi, j'imagine. Tu y étais. J'allais dire, j'aime ça te lancer des fleurs en début d'intro parce que je me dis tout le temps, ça te met dans des bonnes dispositions pour me parler de souveraineté d'indépendance. Je suis pas surprise, mais tu vois, je t'aurais pas posé la question d'entrée de jeu. Mais peu importe ma disposition, je parle toujours d'indépendance. C'est ça qu'il faut savoir avec moi. Ah non, mais raconte-moi, je veux tout savoir. Oui, eh bien, oui, il y avait à part le fait que vous avez jeunes. été évacué pendant la fin de semaine. Oui, c'est ça. Une fausse alarme d'incendie, en effet. Et donc, oui, il y avait 3 candidats à la présidence. Et donc, je pense que les 3 candidats étaient vraiment des personnes de qualité. C'était 3 jeunes hommes qui avaient vraiment beaucoup d'idées, qui avaient réussi à rallier une belle équipe. Donc, il y avait vraiment une diversité de militants. Émile Simard, moi, je crois que c'est ça. C'était comme celui qui avait l'air, je dirais, le plus charismatique, qui avait l'air comme vraiment très sociable, puis vraiment très politicien, proche des gens, qui a beaucoup de bagou et tout ça. Donc, ça va être intéressant de voir pour la suite qu'est-ce qui va se passer. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que, justement, il y avait 200 jeunes. Donc, on voit qu'il y a vraiment une énergie. On n'est pas du tout dans le fatalisme ou le pessimisme. Donc, il y a vraiment, on sent qu'il y a une énergie pour la suite des choses. Puis non, mais tu sais, des gens qui croient dans les licornes, là, on en trouvera toujours, peu importe le dossier. Surtout à Québec solidaire. Ou au Parti libéral, qui croit encore être un parti québécois. Voilà. Et... mais donc, j'aime ça, nous, c'est un match de tennis éternel. Oui. Mais pour vrai, les 200 jeunes avaient vraiment beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie. Ils voulaient beaucoup militer, puis ils ont beaucoup d'espoir pour la partielle dans Jean Talon, parce qu'on sait que le Parti québécois est premier. Donc, il y a des chances qu'il y ait un 4e mousquetaire pour le Parti québécois. On savait. Là, moi, je serais curieuse de voir si ces données-là sont encore justes, parce que quand le sondage auquel tu fais référence a été publié, c'était juste après l'abandon du 3e. Donc, c'est au mois de mai, hein, si je me trompe pas. Donc, c'est juste après l'abandon du 3e lien par la CAQ. Donc, c'est sûr que ça avait donné un coup dur dans les intentions de vote. Mais c'est pas un terreau naturel pour le PQ normalement, donc je serais quand même curieuse de tu sais, t'as tout à fait raison de le souligner, là, ils étaient premiers, mais j'imagine qu'il va encore avoir un coup de sonde qui va se faire, puis je serais curieuse de voir comment maintenant que tu sais, il y avait pas d'élection partielle là, à l'époque qui était dans la mire non plus, je serais curieuse de voir là maintenant on va vraiment sonder des électeurs qui s'en vont en élection partielle, des vraies intentions de vote. Je suis curieuse, très très curieuse de savoir qu'est-ce que ça va donner. C'est sûr que l'élection est toujours le meilleur sondage. Ben oui. Après, j'ai envie de dire que tu me parles du 3e lien, mais justement, on sait que le Parti québécois n'a pas appuyé le 3e lien, et pourtant, il y a eu un mouvement de foule vers le Parti québécois. Donc, je pense que ça n'a pas seulement rapport avec le 3e lien. Peut-être qu'il y a une contestation devant François Legault et le gouvernement de la CAQ qui a quand même qui brisait une promesse. Donc, c'est pas juste une haine, pas une colère plutôt contre l'abandon du 3e lien, mais une colère contre une promesse brisée, peut-être. Et le Parti québécois est quand même... Oui, parmi d'autres promesses. C'est ça. Je pense que c'est une accumulation de promesses brisées. Un bris de confiance, peut-être aussi. Hein? Et quand même, le Parti québécois a une présence historique dans la région de Québec. Je veux dire, il y a quand même Agnès Maltais et plusieurs autres qui étaient là autrefois, il n'y a pas si longtemps. Donc, je pense que c'est quand même très prenable pour le Parti québécois indépendamment. T'es quand même incapable. Moi, j'aime ça. J'invite toujours nos auditeurs à venir voir visuellement ce podcast-là, parce que t'es quand même incapable de dire ça sans rire chaque fois. Je ne ris pas, je souris. Non, je sais, c'est que tu souris tellement. C'est un excès d'enthousiasme à l'idée de visualiser une victoire du Parti québécois. Parce que ce qui me fait sourire, c'est je sais que ton opposition à tout ce que je dis. Non, pas du tout. Non, mais moi, je trouverais ça... Non. Mais tu m'as dit que tu étais nationaliste avant d'être fédéraliste, quand même. Complètement. Mais moi, je trouve ça... non, mais j'adore ça, les élections. J'adore encore les élections partielles aussi. Puis, tu sais, cette élection-là, elle a quelque chose de potentiellement rafraîchissant ou pas. Tu sais, je veux dire, il y a plein de scénarios. Il y a le scénario, les gens votent encore pour un caquiste qui va aller rejoindre les députés d'arrière-ban, là, parce qu'encore là, tu vas falloir voir le candidat ou la candidate que la CAQ va y mettre, mais j'ose imaginer qu'il va pas mettre... Tu sais, je vois mal comment il pourrait présenter un candidat d'envergure ultra ministrable alors qu'il y a déjà une grogne à gérer dans son caucus. Tu sais, je serais pas surprise qu'il présente quelqu'un, un employé politique, par exemple, d'un cabinet, en disant, de toute façon, si on perd le comté, ben c'est un peu comme ça avait été le cas pour Joël Boutin à l'époque, hein, ou ça avait été le cas aussi pour Geneviève Guilbeault. Ben là, de dire, ben écoute, si elle perd, elle perd, on continue de travailler dans les cabinets, puis sinon, ben c'est pas une défaite. QS a quand même le vent dans les voiles aussi.
historiquement, c'est un comté qui est libéral. Non, je savais pas ça. OK. Ben oui, absolument. Oui, Jean Talon, c'était le comté de Sébastien Proulx, mais c'est un comté c'est un comté très fédéraliste, avec des valeurs. Ben c'est très, très, très libéral. Donc, tu sais, je sais que le Parti libéral est 4e dans les sondages. Oh, mais non, mais je sais, mais ils sont effondrés totalement. Bon, mais ben là, voilà. tu sais, imagine, là, soyons fous, là, puis là, on fait de la poétique fiction. Moi, je pensais absolument pas ce qui va se passer, mais imagine que Joël Lightbound se présente, tu sais. C'est un député de la circonscription. Il est très apprécié à Québec. Là, c'est toute une autre histoire sur ce que les libéraux comme tels en pensent. Mais là, est-ce que ça donnerait un oomph? Tu sais, les citoyens feraient, on le connaît, on va aller voter pour lui, puis on va voter pour l'individu plutôt que voter pour le parti. Tu sais, ça aussi, ça se peut. Mais tout peut se passer, en Mais effet. le PQ aussi, c'est pas impossible, mais c'est sûr que ça viendrait. T'imagines, il passerait de 3 à 4. Moi, ça me fascine qu'ils arrivent à faire parler autant d'eux à juste 3. Là. Mais tout peut se passer, en effet, mais en même temps, on regarde que dans la région de Québec, le Parti québécois est premier. Donc, ça, c'est dans la région de Québec dans son ensemble. Puis on sait que le Parti québécois est 2e dans l'ensemble du Québec. Puis là, je pense que le Parti québécois approche de ce qu'on appelle la zone payante. Donc, ils peuvent commencer à gagner des députés en dehors j'allais dire les châteaux forts, mais il n'y en a plus vraiment. Là. La zone payante en termes de... C'est-à-dire pour gagner des nouveaux députés, vraiment. C'est pas juste être toujours être 2e dans tous les comtés, si on veut. Là. La zone payante qui permet d'être premier dans plusieurs comtés. C'est ça que je veux dire. Donc, je pense que le Parti québécois a quand même beaucoup de chance, indépendamment de différentes circonstances qui peuvent advenir. Mais ce que je voulais réfléchir aussi avec toi, c'était les nouveaux défis qui se présentent pour le nouveau président Émilie Simard et le CNJ, le Conseil national jeunesse. Parce que cette fin de semaine, il y avait 85 propositions en tout qui ont évidemment des bonnes idées, tout ça. Il y a de la diversité d'idées. Mais en même temps, je trouvais qu'il y avait peu d'idées qui avaient rapport avec toutes les questions identitaires. C'est-à-dire qu'il y en avait, par exemple, il y en avait une qui était adoptée pour inciter la CAQ à rapatrier tous les pouvoirs en immigration. Donc, je pense que ça, c'est une excellente idée qui doit vraiment être appliquée et mise de l'avant. Après, il y a d'autres idées qui me semblent plus secondaires. Donc, par exemple, la gratuité des produits menstruels, je pense que c'est assez secondaire par rapport à l'objectif de faire du Québec un pays. Donc, c'est comme si, tu sais, moi aussi, je l'ai regardé, puis bon, ils ont abordé beaucoup de ce que je comprends. Les propositions que j'ai vu passer, c'est beaucoup des propositions sur des enjeux sociaux, là, environnement, mais je trouvais qu'il y avait une espèce de déconnexion, si tu veux, entre ce que Paul Saint-Pierre Plamondon fait depuis qu'il est arrivé en octobre dernier, c'est-à-dire mettre beaucoup de l'avant, justement, des dossiers... Bon, je vais appeler ça identitaire, mais justement un peu plus souverainiste, un peu plus séparatiste, un peu plus indépendantiste, que ce soit, tu sais, toute la démarche qu'il a fait sur pour abolir le serment obligatoire au roi, à la reine au roi. Là, ce qu'il est en train de faire sur la commission Grenier, d'essayer de rendre public, tu sais, on rejoue dans le film du référendum 1995, et force est de constater que ça doit marcher parce qu'il ne cesse de monter justement dans les données d'intention de vote. Les données, voyons, le financement public marche super bien aussi. Tu sais, les indicateurs sont tous ouverts. Puis je comprenais pas pourquoi justement c'est pas la commission jeunesse là, mais en tout cas le groupe jeune a fait le choix d'aller complètement sur d'autres choses. Moi, ce qu'on m'a dit, parce que j'ai justement abordé ce sujet-là, ce qu'on me disait souvent, c'est que précisément, Paul Saint-Pierre Plamondon aborde déjà ces sujets-là. Donc, le CNJ n'aurait pas à apporter quelque chose de nouveau par rapport à ça. Donc, la nouveauté qu'ils essaient d'apporter, c'est sur des questions sociales, environnementales, ces genres de questions-là. Donc, ils pensent qu'ils n'ont pas quelque chose à ajouter par rapport à ce qui se fait déjà par Paul Saint-Pierre Plamondon et son équipe. Donc, c'est ça l'idée qui a été apportée. Après, moi, j'ai envie de dire qu'on sait déjà que les jeunes du Parti québécois et même du Bloc ont eu souvent tendance à déjà être beaucoup dans tout ce qui est social, la technocratie et écologie avant même l'arrivée de Paul Saint-Pierre Plamondon puis de la montée des enjeux identitaires. Donc, je pense qu'on fait juste continuer ce qui se faisait déjà auparavant. Après, je dis pas que ces enjeux-là ne sont impertinents, mais c'est-à-dire que on ne creuse pas les lignes de faille. Je pense que c'est ça le défi pour n'importe quel mouvement indépendantiste, c'est-à-dire qu'il faut creuser les lignes de faille entre le Québec et le Canada. Puis dans différents contextes mondiaux, c'est la même chose. C'est parce que les propositions dont tu parles, à la limite, elles auraient très bien pu être présentées par la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec ou par les jeunes de QS aussi. Absolument. Moi aussi, c'était ça qui me questionnait. Puis j'entendais l'ancienne présidente, la présidente sortante, qui disait, nous, on va aller rechercher des jeunes, puis on a l'intention d'être plus populaire que à Québec solidaire.
Puis je me disais, ouais, OK, mais en quoi tu es en train de te différencier dans le discours puis dans les propositions qu'il y a des jeunes qui ont fait le choix d'aller pour Québec solidaire dans les dernières années? C'est pour ça que je dis, moi, Paul Saint-Pierre Plamondon, pour moi, c'est un vent de fraîcheur pour le Parti québécois, parce que justement, il a ramené les enjeux identitaires puis il a compris que c'était important. Puis pas juste enjeux identitaires, mais on a aussi parlé de monarchie, par exemple. Donc, tous les enjeux qui permettent de creuser les lignes de fer entre le Canada et le Québec, ça, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon me semble l'avoir compris. Du côté des jeunes, peut-être qu'il faudrait un peu mieux comprendre ça. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien compris de ça, mais peut-être qu'il faudrait un peu mieux axer la réflexion là-dessus, parce que là, on est un petit peu encore dans l'idée, on dirait que le Parti québécois doit être un peu la pâle copie de Québec solidaire. Mais on sait très bien qu'on préfère toujours l'original à la pâle copie. Et donc, je ne crois pas que jouer à la carte QS, ça va attirer plus de gens de QS, puisque les gens vont se dire, je préfère voter pour l'authentique. Puis de toute façon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on dit souvent, bon, les jeunes sont QS, les jeunes sont de gauche, mais moi, je le répète souvent, ce sont les jeunes universitaires. Parce que ceux qui font un DEP ou qui décrochent secondaire ou qui font un DEC professionnel, il n'y en a pas beaucoup là-dedans qui sont woke. Là. Il y en a beaucoup là-dedans qui ne votent pas ou qui vont voter CAQ. Donc ça, c'est vraiment un grand bassin de jeunesse qui, pour le moment, est plutôt dépolitisé ou veut pas voter, est cynique. Puis s'il fallait qu'on parle à eux de leurs enjeux, puis d'enjeux identitaires, puis de faire du Québec un pays, je pense que ces gens-là, ça pourrait les rejoindre puis les inciter à aller voter. Donc, je pense il faudrait vraiment se concentrer là-dessus. Par exemple, ce qu'auraient pu faire les jeunes en fin de semaine, c'est aussi parler des institutions comme McGill et Concordia. On aurait pu vraiment insister là-dessus parce que c'est des universités qui bénéficient de privilèges qui n'ont pas lieu d'être, alors que l'UQAM pâtit et l'UDM stagne. Donc, il faudrait vraiment se concentrer là-dessus. Puis des enjeux, par exemple, sur les frontières. On sait que même si on a fermé Roxham récemment, on reçoit le même nombre de migrants illégaux par l'aéroport. Donc, il y a encore un enjeu là-dessus. On peut essayer de contrôler nos frontières. On peut faire avancer la souveraineté du Québec pas à pas, de cette façon-là, faire des gestes de rupture, pas à pas. Donc, il faudrait peut-être concentrer la réflexion là-dessus. Mais pour le moment, je trouve que c'est quand même bien parti avec le nouveau président qu'ils ont élu, puis l'énergie qu'ils ont. Après, peut-être que les événements vont aussi forcer des réflexions dans l'avenir. Je suis absolument d'accord avec toi. Tu sais, puis en plus de ça, si j'avais un conseil à donner aux jeunes du Comité national des jeunes du PQ, ce serait d'écouter plus souvent tes chroniques parce qu'ils pourraient y trouver un florilège de propositions pour leur prochain conseil national. Merci Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie, pour cette excellente analyse de ce conseil. Merci beaucoup. Merci.